Et maintenant, je passe la parole à Cédric qui va nous parler précisément de cette recherche. C'est-à-dire que c'est à mon tour ou que je dois porter le plat? D'accord. Très bien. Tout d'abord, je vous remercie d'être là et de porter un intérêt à notre programme de recherche, d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de vous présenter brièvement, de manière très pragmatique, quel a été l'historique de ce programme de recherche. Et puis après, petit à petit, vous montrer quels en sont les résultats, les formes que vous avez pu lui donner, et surtout à travers les applications sur Internet, et notamment le site Internet qui est encore en cours de développement, mais quasiment achevé, que nous avons donc lancé au mois de juin dernier. Alors, que je les retrouve un petit peu. Alors la première chose, quand ce programme de recherche a débuté, c'est-à-dire en 2009, en 2007, pardon, ce n'était pas moi qui étais chargé de la recherche, mais quelqu'un qui s'appelle Gérald Bloch, qui, pendant 2 années, finalement, a mené un travail à la fois d'identification des différentes personnes qui ont pu performer sur la Côte d'Azur, mis à part les grands classiques, les grands noms, les personnes les plus identifiées que Eric évoquait à l'instant, et de se recentrer immédiatement, par contre, sur les personnes qui avaient été un petit peu oubliées par l'histoire, par les publications, et pour ce faire aussi, de trouver de manière très pratique leurs coordonnées, pouvoir les contacter, les rencontrer, et ensuite leur exposer le projet, l'intérêt de mener cette recherche face à des artistes, alors vous m'interrompez si je me trompe, mais qui généralement flirtent peu avec l'institution, en tout cas pour les historiques, et donc leur démontrer que finalement faire émerger ce patrimoine éphémère dans un cadre institutionnel sans pour autant, enfin en trouvant une méthode suffisante pour ne pas le muséifier, était quelque chose de possible, était un travail que nous souhaitions mener avec eux. Donc c'est passé d'abord par la mise en place d'une forme de formulaire assez abstrait que vous avez en ce moment face à vous. Alors attendez, je vais vous le mettre en plein écran. Donc pour les artistes qui ont été contactés et qui ont accepté de se prêter au jeu de ce formulaire, ont été établis différents critères que nous souhaitions récolter, différentes, on va dire, taxonomies, différentes formes de classification avec des intitulés très précis, titre de la performance, série à laquelle elle appartient, date, lieu, durée, etc. Et ensuite, un élément extrêmement important, la description de la performance elle-même, mais une description de manière extrêmement factuelle. C'est-à-dire que, au contraire du théâtre, où généralement un metteur en scène relit un texte, remet en scène un texte que déjà la plupart des personnes connaissent, dans ce cas très précis, le contenu n'est pas connu ou n'est que très peu connu. Donc une description factuelle de la performance. Ceci séparé avec un autre champ qui est la description du contexte théorique de la performance, l'intention qui a dirigé l'exécution de cette performance par rapport au travail de l'artiste en général, par rapport au contexte qu'il soit sociologique, politique, anthropologique, culturel. Donc voilà pour la première étape de ce formulaire. Ensuite, la deuxième étape, ce sont les personnes. Donc là, on a subdivisé les choses, qui ont été les concepteurs de cette performance, qui ont été les exécutants. Parfois, les choses se regroupent. Une personne peut être à la fois conceptrice et à la fois exécutante d'une performance. Les témoins identifiés,
quand ça a une valeur historique réelle, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est trouvé dans la salle ou dans le lieu où s'est déroulée cette performance à ce moment M, et qui après finalement rentre en contact avec cette personne et produit à son tour des performances, voilà, qui a été influencée. Les organisateurs également de cette performance. Et ensuite, toute une partie qui est dédiée à la récolte documentaire. Alors ça, c'est quelque chose qui finalement, dans les premières années, en 2007 et 2009, a été assez compliqué à mettre en place. C'est-à-dire que les personnes qui ont pu être rencontrées, peut-être aussi peu convaincues par l'objectif de ce projet, n'étaient peut-être pas réellement très prêtes. Enfin, je fais un peu des généralités, et après les cas de figure sont à chaque fois différents, mais pour la plupart n'étaient pas réellement prêtes à ouvrir leur fonds archivistique, ou partaient aussi du point de vue que la performance est un art éphémère et qu'il ne doit pas survivre via ses traces, en tout cas pour les performeurs, on va dire, les plus anciens, sans les offusquer, dans cette idée de la performance d'un art qui se suffit à lui-même, qui n'est pas récupérable par le marché de l'art, et qui se sort du réseau des galeries, et qui peut être aussi un art qui n'est pas exécuté par des artistes professionnels, qui peut être exécuté par tout un chacun, en déviant légèrement de gestes courants, communs, en se les réappropriant et en les tirant vers quelque chose d'un petit peu plus poétique sur une réflexion esthétique, politique, anthropologique ou que sais-je. Bref, tout ça pour dire que la deuxième partie de ce formulaire visait vraiment à collecter de manière presque muséale quelles étaient les traces, et c'est là aussi où est le paradoxe, quelles étaient les traces de ces performances, qu'elles soient photographiques, documentaires, travaux préparatoires pour le fonctionnement d'une performance, et aussi a posteriori, coupure de presse, captation vidéo quand c'était nécessaire, voilà. Donc voilà, là ça continue sur les traces. Et ensuite, une bibliographie. Parfois, effectivement, les artistes ont été amenés à publier sur des performances passées, ou également les coupures de presse que j'ai déjà évoquées, et pour les productions les plus récentes, souvent aussi des sites web qui donnent connaissance de ces informations. Donc voilà, ça c'était les premières années de recherche qui ont permis à la précédente chercheuse qui nous a quittés pour des raisons personnelles, en fait, tout simplement, en toute transparence, de prendre des premiers contacts avec les acteurs de la région, de prendre, comment dire, déjà des premières informations néanmoins, et ensuite un événement qui a permis de faire basculer les choses et d'alimenter beaucoup plus tout ce fonds archivistique et de tendre beaucoup plus vers une base de données, c'est-à-dire quelque chose d'assez normalisé, qui soit traitable par une machine, en fait, parce que c'est ça finalement l'objectif de la base de données, c'est qu'on puisse à terme mettre en lien de manière transversale tous ces événements, bien que totalement hétérogènes, et que ceci soit analysable syntaxiquement et thématiquement par une machine pour être rendu public, pour que le public puisse les explorer de manière totalement autonome. Donc en fait, le point de basculement, ça a été une rencontre qui a été organisée en 2009, où tous les artistes qui avaient déjà été contactés par la précédente chercheuse ont été réunis ici à la Ville Arson avec un prémisse d'une base de données, dont je vais vous montrer un premier exemple. Voilà, qui est ici. Alors voilà, c'est une base de données qui avait cette forme-là. Là, en fait, c'est la forme la plus récente que je vous montre. Elle n'avait pas du tout cette forme-là au moment où elle a été présentée, donc en 2009. L'objectif de cette base de données, qui est basée, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en technologie informatique, sur une technologie XML, nous a permis en fait de nous adapter en permanence, d'adapter en permanence les différentes taxonomies de cette base de données au contenu que nous récoltions en permanence. C'est-à-dire qu'à partir de 2009,
En permanence, on a commencé les artistes, les ayants droit, les galeristes, les archivistes qui détenaient des fonds pouvant documenter ces performances passées, ont commencé à nous contacter, à nous livrer des documents. C'est aussi à ce moment-là qu'a été mis en place un programme de numérisation. Alors je tiens à remercier pour ça en particulier Christine Bavière qui a énormément travaillé là-dessus, aussi bien sur l'indexation des documents, mais aussi Floriane Spinetta qui est là-haut, qui a travaillé beaucoup à la numérisation de tout ce qui est documents en 2 dimensions, aussi bien photographie, hectachrome ou que sais-je. Et enfin Nicolas Clerc qui a travaillé à la numérisation de tout ce qui est documents vidéographiques. Et puis ensuite, pour les documents réellement anciens qui posaient des problèmes techniques qu'on ne pouvait pas traiter à l'intérieur dans les laboratoires de la ville d'Arson, donc là on a fait appel à des laboratoires extérieurs. Bref, tout ça pour dire qu'au fil de la collecte de ces informations, de ces documents, il a été nécessaire petit à petit de restructurer la base de données. C'est-à-dire ne pas définir une structure préécrite avec une idée préconçue de ce qu'était une performance, mais au fur et à mesure que le corpus grossissait, réagencer la structure de la base de données, la rendre la plus ouverte possible, trouver le niveau d'abstraction aussi le plus élevé pour ne pas écraser ces objets éphémères, ces objets assez fragiles, mais au contraire les faire rentrer dans des petites cases, parce qu'il s'agit bien de ça, mais de manière la plus pertinente qui soit, et en essayant de refléter au maximum ce que pouvaient être ces objets. Voilà donc pour cette base de données, voilà quelques éléments que vous pouvez visiter. Alors ça fonctionne par ce qu'on appelle des nœuds en XML. Donc ce premier nœud qui s'appelle performance que vous voyez en haut à droite, où on a tout simplement un identifiant, ensuite un titre, ensuite une multitude de champs sont possibles. Ensuite là on est sur un groupe d'artistes qui s'appelle le groupe signe. Le groupe signe, donc là on a des champs nous disant si ces gens étaient exécutants, concepteurs, ont été organisateurs de la performance. On a un autre champ qui s'appelle lieu, date, contexte. Ça c'est extrêmement important quand on parle de performance, qui est un art avant tout, à notre sens, du contexte. Et aussi la raison de cette recherche par rapport à un territoire, c'est-à-dire d'artistes se réappropriant un territoire, pas forcément de manière nominative, mais aussi par rapport à des contextes génériques, ce qu'on peut appeler des topologies, ce que vous verrez tout à l'heure dans l'exposition, c'est-à-dire bar, à la campagne, au domicile 2, espace alternatif. Ensuite, d'autres objets là, qui documentent beaucoup plus les traces, donc là quelque chose qui documente des traces photographiques, avec évidemment aussi un numéro d'index, le numéro du fichier, où se trouve le fichier numérisé, la légende, l'auteur, et ensuite des éléments très importants, parce qu'on flirte aussi beaucoup avec des problématiques juridiques dans ce programme de recherche, sur qui est le propriétaire de l'objet, le détenteur de l'objet, qui est le propriétaire du contenu, c'est-à-dire qui a été le concepteur de la performance, et qui ensuite est le propriétaire du contenant, c'est-à-dire qui a été le producteur du document photographique ou vidéographique. Donc, pour produire cette exposition, il faut réussir à jongler cette exposition et ce site internet, il faut réussir à jongler avec tous ces interlocuteurs et que tout le monde puisse se mettre d'accord sur ok, on accepte que tout ceci soit divulgué face à un public, aussi bien dans une exposition que sur un site internet que dans une publication. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'établissement de cette base de données, en fait, est la clé de voûte de toutes les formes ensuite suivantes qu'on a pu lui donner, c'est-à-dire ce que je viens d'énumérer, exposition, site internet et publication. Bon, voilà grosso modo ce que ça peut donner techniquement une base de données XML. Je passerai rapidement là-dessus. C'est extrêmement fourni. Là, vous pouvez observer qu'il y a 14 000 lignes de code. Tout ça pour récolter ces centaines d'informations, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en est à peu près à 740 performances qui sont dans la base de données et à 200 artistes concepteurs de performances répertoriés. Donc là, j'en viens à la première forme tangible qu'on a pu donner à ce programme de recherche, qui était une exposition programmée en 2011 dans la Galerie Carré, où est actuellement installée Ben. Parce que finalement, tout ce programme de recherche a duré
très longtemps, de 2009 à 2011, on était en contact avec les artistes, avec les archivistes, etc. Mais un résultat public visible pour nos partenaires institutionnels ou pour le public, finalement, il y en avait très peu ou lors de réunions informelles. Donc il était nécessaire de déjà dévoiler au public une part de ce travail de recherche, de présentation. Donc tout simplement, pendant l'été 2011, j'ai installé mon bureau, enfin notre bureau avec Christine Bavière, ici, dans cette espèce de dôme, qui est une architecture inspirée des architectures de Buckminster Fuller, où on a continué à recevoir en fait des protagonistes de cette histoire qui nous ont livré des archives qu'on a continué à traiter, et au fur et à mesure de la saisie dans la base de données, les choses étaient vidéo-projetées sur 4 écrans qui étaient disposés tout autour de mon bureau en fait. Ce que je peux vous proposer, c'est de vous montrer en fait ce qui défilait sur ces écrans. Voilà, alors c'était des écrans en fait qui venaient. On a interfacé en fait cette base de données XML avec des technologies HTML5 et beaucoup de JavaScript, ce qui nous a permis en fait de faire une forme de diaporama dynamique. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout sur des technologies flash, on est sur du web très classique, mais avec un rendu qui laisse en fait le temps aux gens de prendre connaissance des informations, c'est-à-dire lieu, date, contexte, titre, documents photographiques restants, parfois descriptifs de la performance quand il est existant. La plupart du temps, effectivement, il est existant. Je vais rafraîchir pour essayer de trouver un document où le descriptif est existant. Oui, voilà. Alors en fait, cette interface-là, le contenu de cette interface-là, sa durée de projection était calculée en fonction du nombre d'informations qui étaient divulguées sur chaque fiche de performance. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Voilà, donc ça a été l'étape de l'été 2011, qui a permis là encore d'avoir une visibilité publique encore plus grande. Et finalement, entre 2011 et 2012, c'est là où le maximum de récolte de documents, de traces de performance s'est fait, où le travail de numérisation a pris une ampleur énorme, où parfois on s'est même retrouvé totalement débordé, c'est-à-dire ne plus pouvoir traiter toute cette masse d'informations qui nous parvenait en permanence. Parce que toujours avec cette logique de pouvoir le faire rentrer dans une base de données, donc avec des critères extrêmement rigoureux quant à l'indexation, quant à la manière dont les taxonomies sont cohérentes les unes par rapport aux autres. Donc il reste encore beaucoup de travail, même si nous avons déjà enregistré beaucoup de choses dans cette base de données. J'en viens à un autre site en fait, qui a été un site que j'ai produit ensuite, qui nous a permis de tester justement la fiabilité de toutes ces taxonomies. C'était une première phase qui nous a permis de tester ce qu'on appelle la phase de production dans un site internet, c'est-à-dire quand le site internet est livré au public, la phase de production. Donc tester si cette phase de production était effectivement efficace. Est-ce qu'il était possible d'avoir à partir de cet arbre XML une visite de toutes ces données de manière totalement transitionnelle, c'est-à-dire si on sélectionne un artiste du nom de Daniel Farioli, voir toutes les performances qu'il a pu exécuter, et quand on clique sur une performance, alors c'est un document de travail, c'est un site qui n'a jamais été rendu public, c'est un document de travail. Mais donc là, à chaque fois, vous avez des liens qui sont cliquables et qui nous permettent en fait de rebondir d'une taxonomie à une autre et d'avoir une visibilité totale sur tout ce qui était déjà enregistré dans la base de données. Voilà, simplement ça, un petit outil de travail qui nous a permis de tester la fiabilité de toutes les données enregistrées.
Et voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps pour vous présenter le site tel qu'il existe actuellement. Nous avons commencé à travailler un peu avant l'ouverture de l'exposition, c'est-à-dire à peu près 6 mois à partir de juin 2012, et qui est en fait encore en cours de production, parce que c'est un site qui est extrêmement complexe, aussi bien d'un point de vue technologique que d'un point de vue de mise en forme, de mise en page. On est passé d'une technologie XML à une technologie SQL, toujours pour ceux qui s'y retrouvent un petit peu en technologie informatique, sachant que le SQL nous permet nativement de produire une base de données relationnelle, donc en fait d'interconnecter toutes les différentes taxonomies les unes avec les autres de manière beaucoup plus efficace, et surtout, point très important de ce site internet, de pouvoir permettre à différents contributeurs dans un back-office, dans une partie administrateur, de saisir des informations en même temps. Parce que le but de ce site internet, en fait, à terme, c'est de proposer aux artistes, aux archivistes, aux gens qui auraient des informations sur des performances, de continuer à alimenter toutes ces données, moyennant néanmoins une modération pour qu'on ne rentre pas n'importe quoi, comme sur YouTube ou que sais-je. Mais pouvoir faire grossir ce corpus, que ce corpus ne s'arrête pas là, aujourd'hui, avec la clôture de cette exposition ou avec l'achèvement de ce site internet, mais qu'il continue à grossir petit à petit. Alors ça fonctionne de manière la plus simple possible, c'est-à-dire toujours avec cette idée de topologie que vous allez retrouver dans l'exposition, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Ensuite de lieu, de manière nominative, c'est-à-dire à la conquête d'un territoire, et ensuite par protagoniste, concepteur d'un territoire. Donc tout ça, ce sont des filtres qui interagissent entre eux. Si je sélectionne à nouveau, par exemple, Daniel Farioli, les autres filtres sont affectés par cette sélection. Donc on voit que Daniel Farioli a produit des performances dans ces différentes topologies, sur votre gauche, c'est ça, à la campagne, etc., dans ces différents lieux au milieu de manière nominative, et avec ces différentes personnes également concepteurs de performance. Je reviens sur voilà, le trapèze solidalaise, qui est quelque chose d'assez bien documenté, où là donc, on a toutes les informations qui sont disponibles, tous les visuels, tous les textes, sachant que les textes sont quelque chose d'extrêmement important. Ce sont des textes qui, pour la plupart, donc, ont été rédigés par les artistes. Quand ça n'a pas été rédigé par les artistes, ce sont des retranscriptions qui ont été faites suite aux rencontres qu'on a pu avoir avec ces personnes. Parfois, il s'agit aussi de sources bibliographiques, parce que ce sont des gens qui ont totalement disparu de la circulation, qui ont été des étoiles filantes, dont on a juste des traces documentaires. Voilà, tout est présent ici. Quand on survole un visuel, on a là tous les crédits photographiques, toutes les courtésies, tous les crédits du photographe, etc. On a mis en place des systèmes, évidemment, pour éviter la copie de tous ces documents, qui ne sont pas d'ailleurs dans leur format originel. Mais le site n'est pas encore complet, parce qu'il reste 2 grosses parties à développer. C'est la partie des témoignages oraux, que nous avons récoltés dans les 6 mois précédant l'ouverture de l'exposition, qui sont là encore, à notre sens, l'un des éléments les plus intéressants pour parler des performances, le récit oral, qui permet des formes de digression, qui permet aussi une forme d'incarnation de la part de l'orateur. Mais tout ça, vous allez pouvoir le découvrir tout à l'heure quand on vous fera visiter les expositions. Et ensuite, tout ce qui est partie documents vidéographiques, traces vidéographiques d'une performance, qui là aussi permet de se rendre un petit peu plus compte de ce qui a pu se passer à un moment M lors d'une performance. Autre élément, et je pense que je conclurai là-dessus, c'est que cette performance, chaque fiche de performance est alimentable en théorie à l'infini. C'est-à-dire que là, on a une description d'artiste, mais si jamais nous avions également une description d'un témoin dans la salle, une description d'un exécutant de la performance, elle serait la bienvenue, elle serait incluse à cette fiche descriptive de performance. Et finalement, c'est cet ensemble de témoignages qui permettrait peut-être de se rendre compte de ce qu'a été ce moment, cette performance. Toujours dans l'optique de ne pas figer une œuvre
dans ce qu'elle a été ou dans ce que l'histoire de l'art dit, mais plutôt laisser le champ totalement ouvert, avec les différentes interprétations, avec le jeu de la mémoire, avec aussi le mythe qui se greffe au fil des années, les on-dit. Voilà. Non, une dernière chose que j'aimerais ajouter, c'est que finalement, la ville d'Arçon n'a pas vocation à détenir un patrimoine, ou en tout cas à conserver un patrimoine. Nous sommes une école d'art, un centre d'art, donc nous allons continuer à maintenir cette base de données en ligne d'un point de vue aussi bien économique que technique jusqu'à la fin 2013. Et au-delà de cette période, nous espérons pouvoir passer le relais, cette base de données, à une institution dédiée à la conservation de ce genre de patrimoine, virtuel ou prégnant ou matériel, que ce soit, alors après les différentes institutions en France capables d'accueillir ça, que ce soit la BNF, l'INHA, la bibliothèque Kandinsky, le FNAC. Voilà, je terminerai là-dessus. Je vais vous voler 2 fois 49 secondes seulement, j'ai réduit extrêmement. D'abord, je réponds en tant que Michel Chirou, historien et théoricien des avant-gardes, Dada, Pétrus et compagnie, et en tant que le plus vieux membre de l'AICA dans cette journée, puisque je suis à l'AICA depuis 1974. Donc je réponds à Cédric, ça c'est très bref. Je suis très heureux que la ville d'Arçon, Cédric et compagnie, n'ait pas réussi à m'attraper. Bon, parce que pour m'attraper, c'est très très difficile, il faut venir dans les Alpes. J'ai fait ici, de 72 à 2012, plus de 100 actions, bien sûr visibles et invisibles. Donc, si vous voulez m'attraper, il faut venir dans les Alpes, sinon, impossible. Donc, première réponse. Maintenant, je laisse la parole à Caramba et Coyote Gerwulf, 49 secondes. Donc, en 1893, mon vieil oncle invente quelque chose d'invraisemblable, il s'appelle vexation. Vexation pour les musiciens, disons aujourd'hui vexation pour tout le monde. Vexation, c'est donc la répétition 840 fois du même petit air imbécile ou idiot qu'il avait décidé et qu'il ne réalisait qu'en 1960 par la montée Young à New York. C'est dire à quelle vitesse vont les choses dans ce cher pays made in France. Alors, je vais maintenant, pendant quelques secondes, réaliser cette vexation, mais en anglais, et cette fois en rendant hommage à ma vieille cousine, Gertrude Stein, en 1908, l'année de la mort de mon oncle Alfred Jarry, qui fait une performance ultime sur son lit de mort. Il demande « Voudriez-vous bien m'apporter un cure-dent » Il se cure la dent et il meurt. Et Gertrude fait cette fameuse performance inimaginable encore aujourd'hui pour les franchouilles, c'est qu'elle invente véritablement, elle réinvente, il faut dire, la poésie ou l'écriture répétitive. A rose is a rose, a rose is a rose, a rose is a rose, a rose is a rose. Et je rends hommage en Orlan, car elle est une femme, et au plus et aux femmes de l'Ukraine, et à toutes les femmes, comme disait mon autre oncle Charles Fourier, que l'homme ne sera libéré que le jour où nous aurons émancipé les enfants et les femmes. C'est grâce à eux que nous serons émancipés. Et moi je suis coyote, donc je suis déjà. Merci.